Question pays, la première au plus près des Calédoniens. Et bienvenue dans Question Pays, le magazine de la rédaction qui aborde les problématiques de notre société. Ce jeudi, le président du gouvernement fera sa déclaration de politique générale au centre culturel Tjibaou. Louis Mapou va présenter les grands axes de son programme, mais les principales mesures qu'il souhaite mettre en œuvre. Parmi les gros dossiers auxquels l'exécutif devra rapidement s'atteler, si ce n'est déjà fait, nous avons fait le choix d'en traiter 3. Il s'agit des comptes sociaux, de la réforme de la TGC et la relance économique. Et avec nous ce midi, Mimsi Délé, qui est la présidente du MEDEF-NC, Patrick Dupont, fiscaliste et consultant financier du cabinet Auclair Dupont, Jean-Rémy Buraglio, président du conseil d'administration de la CAFAT, et Édouard Léoni, consultant en droit, finances publiques et nickel. Madame, messieurs, bonjour et merci de votre participation à cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la situation de ces 3 gros dossiers? Quelles mesures et propositions pour stimuler l'économie? Ce discours qui se tiendra dans une conjoncture institutionnelle et économique difficile, ajoutez à cela la crise sanitaire, pour débattre et commencer le débat, Édouard Léoni, est-ce qu'on peut dire que c'est la morosité qui prévaut et que tous les comptes sont au rouge? Dans le rouge, plutôt. Je dirais plus que la morosité, on est dans le rouge. En termes de global, en termes de PIB, on est passé entre 2015 à 2020 donc de 856 milliards à 1006 milliards. Et ça veut dire que les taux de croissance qui étaient favorables en 2015-2016 et 2015-2016, c'est-à-dire 2,2% en 2015, 1,4% en 2016, en 2020, on est à moins 1,2%. Et ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas eu l'intervention dans le cadre du système bancaire. Et puis si, naturellement, on répond au niveau de la TGC, entre 2015 et 2020, les recouvrements nets, c'est-à-dire tout le recouvrement de tous les impôts de manière globale, comme ça on ne rentre pas dans le détail, on est passé de 183 milliards à 177 milliards, donc on est en recul de 3%. C'est-à-dire que donc, le PIB recule, les impôts reculent, et ce qui pose une question à la fois donc, sur les comptes sociaux, naturellement, sur la TGC, et donc on ne s'étonne pas du fait que la TGC ait perçu des recettes moins importantes que prévu. Et puis sur le troisième élément qui sera décisif, la relance économique. Vous vouliez compléter les propos de monsieur Édouard Léoni? On va tout de suite commencer avec vous, monsieur Buraglio, qui êtes le président du conseil d'administration de la CAFAT. On reste dans la morosité avec le déficit des comptes sociaux et notamment du RUAM. On est complètement, malheureusement, dans la difficulté. Et je dirais que ce n'est pas d'aujourd'hui pour le RUAM, puisque ça fait de nombreuses années que notre conseil d'administration a tiré la sonnette d'alarme pour dire que c'était plus viable de soutenir un système de santé qui était de toute première qualité, avec les difficultés qu'on rencontrait pour justement trouver les recettes pour y faire face. Alors, quel est justement le montant de déficit du RUAM? On parle de 13 milliards sur le montant de déficit annuel des comptes sociaux, mais celui du RUAM? Celui du RUAM, il est de 13 à 14 milliards. C'est un besoin qu'on a régulièrement en tête pour essayer de trouver en début d'année, quand on fait nos budgets, de trouver la totalité de ces fonds. Et ce n'est pas une chose facile, puisque habituellement, les subventions du territoire venaient combler en partie. Et en ce moment, les contributions du territoire, elles sont de plus en plus minces. Alors, heureusement qu'il y a eu des aides de l'État, d'ailleurs. Comment est financé le RUAM, pour qu'on comprenne bien les choses? Le RUAM est essentiellement à 80% financé par les employeurs et leurs salariés. C'est-à-dire les cotisations? C'est les cotisations, voilà, essentiellement. Les 15 ou 20% qui restent, c'est donc le territoire qui amène les ressources. Alors, avec le RUAM, qu'est-ce qu'on finance, que la CAFAT finance? Le RUAM, on finance toute l'assurance maladie. C'est ce qu'on appelle prévoyance, etc. Mais il n'y a pas que cela. Les cotisations des patrons et des salariés servent aussi, enfin une partie donc pour le RUAM, mais servent aussi pour les caisses de retraite complémentaire, pour les caisses d'accident du travail, pour le régime de prestations familiales, du fonds de chômage. Et hormis la prestation familiale, les régimes de prestations familiales, tous les autres régimes sont en difficulté, moins gravement que le RUAM, mais il faut apporter des réformes qui soient, je dirais, énergiques. Est-ce qu'on parle de déficit chronique ?
Pour le RUAM, oui, essentiellement, oui. Pour les autres régimes, il suffirait d'ajuster certainement à la fois une réglementation, par exemple pour les accidents du travail. La dernière réforme qui a été faite était en 1958, donc il y a quand même un toilettage à faire, et redéfinir les activités qui sont dangereuses et les autres moins dangereuses, et faire payer les entreprises à niveau de leur dangerosité. Bon, pour ce qui concerne le chômage, le tout est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on entend par chômage. Si on entend par chômage uniquement les personnes qui sortent du monde du travail et qui sont mis en chômage par perte d'activité, bon, le régime, en le réformant de temps en temps, c'est-à-dire en ajustant des fois des cotisations et autres, on peut s'en sortir. Par contre, si on prend... moi, j'ai vu l'étude de l'INSEE l'autre fois qui considère qu'il y a plus de 16 000 chômeurs. Bon, nous, on en rétribue 2500 à peu près dans l'année. Voilà, pour ce qui concerne la situation du RUAM, en tout cas, comment vous analysez cette situation aujourd'hui, vous qui êtes administrateur de la CAFAT? S'il faut que je parle sans langue de bois, je dirais que la CAFAT, depuis 2010, il y a eu des décisions qui ont été prises qui sont mortifères pour la CAFAT, puisque toutes les recettes qui étaient distribuées au travers de la TSS et qui étaient dirigées, fléchées directement sur la CAFAT, ont été détournées détournées, c'est un mot, c'est un vocabulaire, ils n'ont pas été détournés par quelqu'un, ils ont été redirigés vers la SS. On a transformé l'agence sanitaire et sociale comme une banque. Bon, or, c'est pas un établissement financier. Donc, ça a été fait parce que les dépenses qui étaient engagées par les responsables n'étaient pas couvertes par des recettes. Tant que vous dépensez de l'argent et en contrepartie, vous ne couvrez pas par les recettes, automatiquement, il y a des difficultés. Donc, d'où la décision, d'où cette décision. Mais depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à dépenser de l'argent et on n'a toujours pas équilibré par des recettes en contrepartie. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Imaginez qu'il y a 10 ans, on estimait que le régime du handicap et de la dépendance coûterait qu'1 milliard. On en est à 8 milliards aujourd'hui. Bon, donc toutes ces dépenses, l'agence sanitaire, elle essaye de combler les trous à droite et à gauche au détriment de la CAFAT. En fait, on a, dans un jargon populaire, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Alors, comment vous faites pour remplir vos missions aujourd'hui ? Puisque vous avez ce déficit. On les fait. Je parle avec en plus Patrick Dupont qui est au conseil d'administration avec moi. C'est permanent. On est toujours en train de jongler avec les trésoreries qu'on rentre, les cotisations, les aides qu'on a par ceci. Des fois, d'un régime sur l'autre, alors que c'est complètement interdit, on arrive à prendre un petit peu de trésorerie pour payer en attendant de recevoir les subventions. Donc c'est de l'artisanat quand même. C'est pas du professionnalisme. Oui, j'ajoute que les entreprises payent un prix très très fort de cette situation parce qu'il y a des impayés énormes qui sont en train de s'accumuler au niveau justement d'entreprises privées qui sont fournisseurs de la CAFAT, de l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que il y a le déficit de la CAFAT, mais il y a aussi les impayés qui s'accumulent et les dettes qui se chiffrent aujourd'hui en milliards et qui mettent à mal certaines entreprises qui sont aujourd'hui très fragilisées par cette situation. Vous parliez de Patrick Dupont qui est fiscaliste et consultant financier. On va en venir à cette TGC, cette taxe générale à la consommation, où le gouvernement prévoit aujourd'hui une réforme de cette taxe. Première réaction, comment vous la voyez, vous, cette réforme ? Est-ce qu'elle est justifiée aujourd'hui ? Elle est justifiée par le fait que le rendement actuel de la TGC, comme l'a dit M. Léoni, est très en deçà de ce qui avait été budgété. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui avait été budgété, c'est-à-dire les 53 milliards ou 52 milliards, c'était sur la base de 3 taux. C'est-à-dire un taux à 3%, en fait, en dehors du taux zéro, un taux à 11% et un taux à 22%. Or, entre-temps, après que toutes ces simulations aient été faites, les dirigeants de la Nouvelle-Calédonie ont décidé d'introduire un nouveau taux qui est le taux de 6% pour des raisons à la fois économiques, politiques, de prise en compte d'un certain nombre de considérations. Mais ce faisant, ils n'ont jamais mis à jour l'ensemble des simulations. Donc, on dit toujours il n'y a pas les 53 milliards, mais comme entre-temps,
de la simulation, on a créé un nouveau taux pour passer de 11 à 6. Et cette différence de 11 à 6, elle représente environ 7 milliards. Donc, c'est logique quelque part. La deuxième chose, donc les 7 milliards qui manquent, enfin une grande partie des milliards qui manquent à la TGC, il est dû au fait que les élus ont voté des taux qui n'étaient pas ceux qui étaient prévus dans les simulations en 2015-2016. Le deuxième point, c'est que, avec effectivement la crise économique, on a un certain nombre de secteurs, notamment par exemple l'automobile, qui a beaucoup baissé et qui est un gros contributeur de chiffre d'affaires, et notamment avec une TGC à 22%. Donc là aussi, ça a eu un impact. Et le troisième point qui a eu un impact relativement important, là aussi, c'était une décision des dirigeants de la Nouvelle-Calédonie qui est de dire les produits locaux seront taxés à 3% au lieu d'être taxés à leur taux normal. Ça peut être 11% pour certains, 22% pour d'autres, etc. Et là aussi, ça a eu un impact environ d'un peu moins d'1 milliard, mais ça a eu un impact quand même important. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, on va revenir effectivement au projet d'origine, qui était effectivement 3 taux, qui était on taxe les produits locaux de la même manière que les autres produits et on trouve d'autres systèmes pour les protéger, notamment à travers des taxes douanières. Et puis, on essaye aussi de limiter au maximum l'ensemble des exonérations qui ont été, à un moment donné, données à certains secteurs, là aussi pour des raisons économiques, politiques ou d'autres raisons. Donc, on revient en fait à une simplification qui est, à mon avis, effectivement nécessaire, mais qui ne doit pas se faire de manière trop rapide. Parce qu'il faut aussi tenir compte, quand on a créé la TGC, M. Léonie l'a dit, on était quand même encore dans des situations de croissance du PIB, même réduite, mais de l'ordre de 1,5%, 2%, etc. Maintenant, on est dans une situation de décroissance. Donc, on ne peut pas faire des réformes fiscales de la même façon quand on est dans une situation de décroissance que quand on est dans une situation de croissance. Donc cette réforme de la TGC, elle est nécessaire, mais attention à la façon dont on va effectivement la faire. Alors je précise que cette TGC est entrée en vigueur au 1er octobre 2018 et les premiers résultats ont été donnés vers 2019-2020 puisqu'il y a eu une marche à blanc en 2018. Et je précise... la marche à blanc était en 2017-2018. Oui. Les taux pleins sont rentrés en vigueur au 1er octobre 2018. Et donc, la première année pleine de rendement de la TGC, c'était effectivement 2019. Et puis, on a 2019 et 2020. Avec des recettes fiscales qui s'établissaient à quoi ? 41 milliards au lieu des 50 et quelques milliards. Je crois qu'on a escomptés. À peu près, c'était 43 milliards au lieu des 53 milliards qui étaient attendus. Oui, les chiffres de manière plus précise. Donc, la TGC en 2017 a rapporté 2 milliards. En 2018, 11 milliards. En 2019, 51 milliards. Et en 2020, 44 milliards. C'est le souci dans l'équilibre à trouver que doit faire le gouvernement Mapou. Et que jusqu'à présent, disons que les mesures habituelles qui étaient par exemple d'augmenter les droits et taxes sur les alcools et tabac, c'est insuffisant. Et on sait bien que les deux mesures qui ont déjà été, qui seront engagées, en particulier la première, qui est l'augmentation de la contribution canadienne de solidarité, donc à compter du 1er octobre 2021, le taux est passé donc de 1 à 1,3. Et maintenant, on s'engage donc sur la simplification des taux de la TGC, et il est annoncé que depuis le 4 novembre, le gouvernement Mapou a annoncé la hausse de la TGC de 6 à 11% pour les services, pour le BTP et la vente d'immeubles neufs. Quand vous êtes en réduction de PIB, le taux de croissance, il est clair que ça aura un impact sur l'économie. Le souci, c'est que les acteurs économiques comprennent bien qu'il faudra des hausses d'impôts, mais c'est les modalités de mise en place de ces impôts qui est remis en cause en fait par les partenaires sociaux. Et à mon sens, il est temps qu'un véritable travail de partenariat entre les partenaires sociaux et puis les institutions se mette en place. Alors le gouvernement envisage, oui. Oui, je rajoute, mais je pense qu'on va en parler après, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de réformes à faire, mais que ces réformes, elles doivent être faites en même temps. C'est-à-dire que si on fait des petits bouts de réformes, ça va impacter globalement l'économie, mais ça ne va pas avoir un effet très important et ça va plutôt avoir des effets négatifs. Et si on veut effectivement vraiment
remettre la Calédonie à flot une fois effectivement que les échéances politiques sont passées. Il va falloir faire des réformes, mais il faut en même temps s'attaquer effectivement à la fiscalité, à l'économie, au social, etc. Et il faut traiter toutes ces problématiques-là effectivement en même temps. Vous abordez déjà la deuxième partie de l'émission. Excusez-moi. Mimsi Délé, on en reparlera, c'est très intéressant. Mimsi Délé, présidente du MEDEF, la réforme de la TGC, le MEDEF-NC s'y est opposé. Alors, la réforme de la TGC, dans sa version initiale, le MEDEF y était favorable. C'est-à-dire que la TGC, c'est un modèle de taxation qui est puissant, qui est un outil de rendement qui est important, qui est normalement équitable et qui permet, en fait, de façon relativement stable, d'avoir un rendement fiscal. La TGC à 4 taux, comme l'a dit Patrick Dupont, eh bien, ça dévoyait totalement ce système. Aujourd'hui, 20% de l'assiette de rendement supporte 22% de taux de TGC. Donc, en réalité, on a un système qui est relativement inéquitable et qui fonctionne mal. Demain, le fait de rationaliser cet impôt, c'est une bonne chose. Nous y sommes favorables. Pour autant, comme l'a dit Patrick et Jean-Rémy, on n'est plus dans la situation de 2015. La situation économique est très fragile et toutes les décisions doivent être mûrement réfléchies, les impacts doivent être évalués et les mesures compensatoires doivent être prévues également. Et je rebondis sur ce que dit M. Léoni. Oui, les partenaires économiques sont conscients que la fiscalité doit être rénovée, mais il y a la question de la réduction des dépenses publiques qui se pose aussi en Nouvelle-Calédonie. 57%, la dépense publique en Nouvelle-Calédonie, c'est 57% de notre PIB. C'est énorme. Donc, à un moment, augmenter les taxes, pourquoi pas, rénover notre système fiscal, mais surtout, nous demandons qu'il y ait une véritable réflexion sur la réduction des dépenses. On parlait des comptes sociaux. Si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a rajouté des dépenses sans leur mode de financement pendant de longues années pour différentes raisons et qu'aujourd'hui, le système est en faillite. Donc, il faut dire la vérité aux Calédoniens. Ça n'est pas facile, mais pour autant, on va devoir passer aussi par une rigueur absolument nécessaire dans la gestion de nos dépenses publiques, parce que augmenter l'impôt, ça n'est pas simple. Sur les prélèvements qui grèvent le travail en Nouvelle-Calédonie, ils sont déjà énorme. C'est-à-dire qu'on est parmi les pays à économie comparable qui ont le plus de prélèvements sur le travail. Donc, les cotisations salariales, les cotisations patronales, on n'a pas de marge de manœuvre. Aujourd'hui, sur la TGC, on a peut-être une petite marge de manœuvre si on arrive à égaliser. Mais les marges de manœuvre fiscales en Nouvelle-Calédonie sont très limitées. Jean-Rémy Buraglio, le président du conseil d'administration de la CAPAT, est-ce que cette réflexion dont parlait à l'instant Mimsi Délé, vous l'avez menée au sein du conseil d'administration? Mais parfaitement, ça fait plusieurs années qu'on mène des travaux sur ce sujet, et dernièrement notamment, on a pu présenter au gouvernement Mapou plusieurs méthodes, plusieurs moyens de pallier à notre difficulté d'aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les réformes qu'on peut annoncer, fiscales et autres, vont se faire dans le temps. Or, aujourd'hui, certains régimes n'ont pas le temps d'attendre, notamment celui du RUAM. Donc, il faut trouver tout de suite des recettes complémentaires. Donc, on avait fait des propositions, nous, plutôt au travers de la CCS, qui était un impôt qui était destiné à tout le monde et qui n'altérait pas la consommation, puisqu'il y avait déjà la TGC. Donc on avait proposé aussi, dans un deuxième temps, de faire comprendre aux Calédoniens que la santé telle qu'on l'a aujourd'hui, elle n'est pas gratuite. Elle coûte cher et que chacun va devoir y mettre un petit peu plus en contribution. Donc on avait fait des propositions aussi bien qui concernaient les professionnels de santé pour qu'ils apportent eux aussi leur collaboration et leur contribution à l'effet d'économie. Les assurés également. Par exemple, vous avez en métropole il y a des médicaments qui sont pas remboursés, qui sont en dessous à 40%. Ceux-là, ici, on les rembourse. Donc, on les remboursera, puis on a proposé qu'on ne les rembourse plus. C'est une façon de faire prendre conscience. Le Doliprane, on peut se l'acheter sans se faire rembourser à 40%. Hein, c'est clair. Bon, toutes ces économies-là sont prévues. Et surtout, la réforme principale, c'est de faire un OCEAM, c'est-à-dire un objectif calédonien d'évolution des dépenses de santé. Bon. Qu'une fois pour toutes, nos dirigeants disent la santé, elle doit coûter 100 milliards. Okay, et après, c'est aux partenaires de décider si ces 100 milliards, ils vont une partie dans le privé, une partie dans le public, et après, on continue à développer. Et bien entendu, avec le contrôle, là, il était prévu de faire un AIR pour que soit contrôlé tout cela, mais de façon à ce que
si les dépenses dépassent un petit peu, on puisse dire attention, on arrête là tout de suite parce qu'on n'a plus les moyens de payer. Et si on a les moyens de payer, si on veut le faire, il faut contribuer à des recettes complémentaires. Alors, ce discours de maîtrise des dépenses de santé, des coûts de santé, on le tient depuis des années. Pourquoi cela ne s'est pas fait? Je vous pose la question ici aussi à Édouard Léoni. Oui, en 2012, j'ai rédigé une thèse de doctorat à l'Université d'Auvergne et je préconisais déjà une baisse des impôts. Qu'est-ce qui pose problème? Manifestement, il y a une résistance au changement qui est là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé si on regarde de manière plus globale de 88 à 2020? Bon, il n'y a pas eu de gestion en bon père de famille. Oui. Et encore, c'est une formule qui me paraît bien polie. Oui, clairement. On a eu à un moment donné, effectivement, des revenus exceptionnels, notamment grâce à l'impôt minier. Il y a eu des années où la SLN, je me souviens de chèques de la SLN qui étaient effectivement de plusieurs dizaines de milliards, oui. Et y compris aussi après les dividendes derrière, et que ces fonds, on les a tout de suite consommés par des hausses de dépenses, mais en plus de dépenses structurelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire derrière, au lieu de les mettre dans des fonds qui auraient servi à d'autres choses, etc., ou éventuellement de les économiser. Voilà, je pense que c'est bien le problème que relève M. Léoni. Effectivement, bon, on est passé à côté de deux scénarios. Le premier scénario, c'est en 2012, on aurait pu thésauriser donc les recettes de l'IS 35 sur le nickel. On en avait pour 60 milliards. Et il y a les fameux dividendes de la SLN avec 40 milliards, donc on avait 100 milliards de réserves. Et puis il y avait un deuxième élément auquel on est passé à côté aussi. Bon, il aurait suffi de mettre en place une petite taxe minière sur les exportations, puisque sur long terme, on est passé de 4 millions de tonnes d'exportation de minerais à 8 millions de tonnes entre 2009 et 2019. Si on avait mis 5 milliards par an, sur 20 ans, on avait aussi 100 milliards. On passe à côté de beaucoup de choses parce qu'en fait, comme disait un professeur de management américain, le sujet, c'est pas la turbulence. Il s'appelle Peter Drucker, ça n'a rien à voir avec Michel Drucker. Le sujet, c'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier. Et le statut de l'accordomia était justement d'assurer et de financer par des ressources propres les dépenses de la collectivité. C'est pour ça que mon voisin de droite est directement concerné justement par l'évolution du PIB, avec M. Xavier Martin qui regarde de manière attentive chaque année quelles sont les prochaines rentrées fiscales et de cotisations sociales. Ils avaient eux aussi annoncé les difficultés. Eux aussi, on les a pas écoutés. Donc maintenant, il faut agir. Et parce que qu'est-ce qui se passe en plus parce que, ne voyons pas le tableau de manière négative. Il y a quand même des éléments positifs qui arrivent. Quand on regarde les chiffres entre 2015 et 2019, nos exportations ont augmenté. Ils sont passés de 138 milliards à 177 milliards. Une augmentation de 28%. Nos importations, elles, sont passées de 291 milliards à 270 milliards. Elles ont baissé de 7%. Ça veut dire que le taux de couverture a augmenté. Alors maintenant, on est à 66% de taux de couverture. Donc c'est favorable. Voilà un élément favorable. Le deuxième élément, c'est qu'on dispose de 25% des ressources mondiales de nickel. Et les cours du nickel, depuis 2012, ont monté. Maintenant, on est autour de 20 000 $ la tonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau marché qui se met en place, celui des batteries électriques, qui est censé remplacer les moteurs à combustion. Donc ce sont les deux éléments favorables. Troisième élément, on a la protection et l'expertise de l'État. Et bon, naturellement, en août de 2021, lorsque le gouvernement Mapou avait refusé l'offre de prêt pour équilibrer justement les comptes sociaux, maintenant le gouvernement Mapou a enfin compris qu'il fallait être plus lucide. J'ai une question à poser à Patrick Dupont en matière de fiscalité. Est-ce qu'on aurait pu faire davantage pour trouver des sources de financement? On est déjà... Alors, on est déjà dans des niveaux très élevés de pourcentage de PIB consacré à la fiscalité. Parce qu'en fait, si on regarde facialement, on a à peu près 35% du PIB, les prélèvements fiscaux et sociaux représentent à peu près 35% du PIB. Mais l'analyse est faussée parce qu'en fait, on a toute une série de dépenses qui sont prises en charge par l'État. Si on devait effectivement prendre en charge ces dépenses, ça rajouterait à peu près 17% de PIB et on arriverait à plus de 50%. Quasiment aucun pays n'est à plus de 50% de taux
de prélèvement de PIB. Donc on a un taux de prélèvement qui est très élevé. Et comme le dit l'IMSI, la présidente Madame du Delay, il faut d'abord, avant de commencer à regarder ce qui peut être augmenté, il y a peut-être effectivement quelques trucs qui peuvent être augmentés, mais regarder d'abord à l'efficacité de la dépense publique. On est effectivement à des niveaux très élevés de dépenses publiques. On est à des niveaux très élevés de rémunération de la fonction publique d'une manière générale. On a effectivement, on cumule des fonctions publiques provinciales et territoriales. Alors, la fonction publique a une seule structure administrative, mais on a des personnes qui font exactement les mêmes choses dans les provinces et au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc, à un moment donné, on ne peut pas continuer à avoir effectivement un nombre de fonctionnaires qui est au-delà de ce que l'économie de la Nouvelle-Calédonie peut supporter. Memsi Delay, président du MEDEF. Alors, au sujet du plan de relance de l'économie, il faut créer les conditions de cette relance ? Oui, il va falloir créer les conditions de cette relance parce qu'on va avoir besoin d'investissement, tout simplement. Donc, pour dynamiser l'investissement, il y a l'investissement public, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les finances publiques sont dans un état préoccupant. Pour autant, effectivement, l'État peut contribuer sur les infrastructures à relancer sur les quelques années qui viennent dans des politiques de grands travaux qui peut être financées par l'État. Mais il va falloir qu'on trouve les ressorts d'attirer des investisseurs sur ce territoire. Et pour ça, évidemment, notre politique fiscale, notre stratégie économique sont des moteurs pour attirer l'investissement. C'est pour ça que quand on parle de fiscalité, nous, on demande une réforme globale de la fiscalité, pas uniquement une réforme un petit peu à la petite semaine de la TGC. On pense qu'il faut absolument trouver des ressorts de compétitivité régionale pour attirer des investisseurs, redynamiser l'emploi. Encore une fois, l'emploi en Nouvelle-Calédonie est extrêmement taxé. En fait, on taxe énormément l'activité. Donc, il faut revoir un petit peu tous ces paramètres pour redonner une dynamique. Derrière, la Nouvelle-Calédonie a beaucoup d'atouts. Monsieur Léoni a évoqué la mine. Évidemment, l'exportation de minerais sont des choses qui sont des potentiels pour nous, mais on en a d'autres. La transition énergétique, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme. Donc, nous, via NCECO, avons fait un certain nombre de propositions pour la relance. Nous sommes confiants, mais pour autant, si nous sabotons par une fiscalité confiscatoire et quelque part démobilisante pour les investisseurs la capacité de relance par l'emploi, par l'investissement, eh bien, ce sera très difficile finalement d'y arriver. Donc voilà, on demande beaucoup de vigilance et on demande beaucoup de concertation sur ces sujets. Patrick Dupont. Oui, effectivement, le plan de relance passe souvent, enfin, localement, on a toujours tendance à penser relance égale grands travaux. Je pense que, comme le dit Mimsi, c'est un point important, mais il faut faire attention à ce que des travaux des collectivités ne génèrent pas de nouvelles dépenses. On ne va pas faire encore une salle de spectacle type celle de Païta dont l'exploitation coûte très cher. On ne peut plus se payer ce genre d'infrastructure et je pense qu'on est relativement bien équipé en termes d'infrastructure. On a sûrement encore, là où il y a des investissements publics très importants à faire, et je trouve vraiment que très peu de personnes en parlent, c'est surtout ce qui est eau et assainissement. Parce que là, on doit avoir à peu près, d'après les dernières études qui ont été faites, il y a 100 milliards d'investissements à faire, qui sont sur toute la Nouvelle-Calédonie. On a quasiment, je crois, à peu près plus d'un tiers des captages qui ne sont pas aux normes. Donc, on a des potentiels problèmes sanitaires sur l'eau. Et quasiment personne n'en parle pas. Et c'est là-dessus, c'est pas une 4 voies jusqu'à Tontouta, alors que Magenta existe encore, qui va être... alors, je sais que les entreprises de terrassement vont peut-être pas trop apprécier, mais il faut plutôt faire des terrassements pour faire de l'assainissement, pour faire des tranchées, pour faire de la collecte d'eau, plutôt qu'une 4 voies. Alors, et j'ajoute juste un dernier point. En France, on voit que le plan France Relance qui a été adopté par l'État français, je pense que M. Léoni doit bien connaître ce truc, c'est essentiellement des incitations à l'investissement privé. C'est beaucoup d'investissements dans des nouvelles technologies. Vous ne trouverez pas dans le plan, vous trouverez très peu dans le plan France Relance des dépenses d'infrastructure. Et on voit bien l'orientation qu'ont les maintenant. Et c'est pareil aux États-Unis avec le plan Biden. C'est essentiellement des aides
pour les nouvelles technologies, les nouvelles infrastructures, l'eau, l'énergie, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut avancer. C'est pas sur, je suis désolé, c'est pas sur des autoroutes ou d'autres types d'investissements. Alors j'ajouterais qu'on parle beaucoup de captage d'eau lorsqu'il s'agit de la campagne électorale pour les élections municipales, par exemple. Si à ce moment-là on parle beaucoup de problématiques d'énergie, c'est vrai, de l'eau. Voilà, mais clairement, il faut revenir à un autre niveau, parce que clairement, les communes n'ont pas les moyens de ce type d'investissement. Et on le voit d'ailleurs, quand les communes font cet investissement, c'est essentiellement financé par des fonds provinciaux et des fonds d'État. Donc, il faut effectivement mettre tout ce qui est eau et assainissement, au moins en termes de financement, un cran au-dessus, notamment au niveau de la Nouvelle-Calédonie directement. Mais ça existe déjà. Les fonds de développement existent et ne sont pas entièrement dépensés. Aujourd'hui, on a aussi un problème d'ingénierie au niveau des communes sur la mise en œuvre de certains projets. C'est aussi une question qu'il faut se poser à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie sur l'eau, puisque c'est un vrai sujet de relance. Mais aujourd'hui, des fonds existent et les budgets ne sont pas dépensés parce qu'on a un problème de montage de projets, d'ingénierie projet. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut regarder avec lucidité et changer pour l'avenir. Édouard Léonie, après on passera à la deuxième partie quand même. Disons que la problématique, c'est que jusqu'à présent, on avait une logique qui était la suivante, qui était de faire de la cavalerie budgétaire. En fait. C'est-à-dire que, à partir des années 2004, on a eu une hausse des déficits, par exemple à la province sud en 2009, à la fin 2009, on avait moins de 9 milliards à la province sud. Donc, je peux vous dire que l'équipe suivante qui a pris en charge la province sud a eu des difficultés pendant 2-3 ans. Ensuite, le gouvernement en 2014 a laissé moins 12 milliards. Donc pour l'équipe suivante, ça a été aussi des difficultés. Et puis, le choix était en fait d'augmenter l'emprunt. Il y a eu donc une hausse des encours d'emprunt. En 2011, on était à 30%. En 2014, on était à 50%. En 2019, on était à 90%. Et en 2021, on est à plus de 140%. Donc ce choix de l'endettement, il doit être mis en cause, parce que ça veut dire que le gouvernement lui-même, déjà, qui est censé être le garant bancaire des autres institutions, ne peut plus garantir les prêts. Et ça veut dire aussi que, comme M. Dupont le disait très bien, ce qu'il faut voir dans le secteur public, c'est pas uniquement les administrations. Il y a beaucoup de semi-publics, et en particulier des opérateurs semi-publics. Il y a par exemple 3 opérateurs aériens, Aircal, Aircalin, Air Loyauté. Il y a 3 opérateurs sociaux du logement social, la CEMAGLO, la SIC, le FSH. Il y a 3 opérateurs de la sécurité sociale, notamment la CAFAT, la SS, et puis toutes les directions provinciales d'aide sociale. Et puis, il y a 3 opérateurs de gestion du nickel. Donc, ça fait beaucoup. On va avancer, si vous le voulez bien, Monsieur Léonie. Alors, donc, la deuxième partie de l'émission, devront être on évoquera cela aussi. Les solutions qui sont envisagées pour régler dans la mesure du possible et de façon pérenne, par exemple, la situation des comptes sociaux. Faut-il envisager de grandes réformes? Monsieur Buraglio, Jean-Rémy, vous êtes président du conseil d'administration de la CAFAT. Alors, des réformes, certainement. Il y a des réformes à apporter au niveau du coût du travail. Je pense qu'il y aura certainement une piste à réfléchir au niveau de la fiscalisation du système de prévoyance. Parce que le MEDEF avait déjà proposé il y a quelque temps de faire en sorte que le RUAM soit géré différemment. Je pense que c'est une piste qui n'a pas encore été assez... Par exemple, gérer différemment. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être fiscaliser la prévoyance d'une façon, pas en l'espace de quelques mois, il faut le faire sur plusieurs années, en disant que les cotisations sociales qui sont payées par les employeurs et par les salariés soient diminuées petit à petit, au besoin, et ça ce sont des accords à passer entre les syndicats de patrons et de salariés, c'est pas mon problème, mais de façon à ce que une partie revienne à la consommation, c'est-à-dire en dégageant des nets à payer plus importants aux salariés qui, lui, pourra réinvestir en consommant. Et qui dit consommation dit plus de TGC, plus également aussi pour les entreprises, plus de bénéfices, et d'aller chercher l'argent, en fait, après, plutôt que de prendre l'argent avant. Je crois que c'est une mesure qu'il faudrait
certainement étudier et faire les études nécessaires pour savoir si financièrement ça passe. Mais ça passerait. Il y a d'autres pays qui le font. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire. Oui, ça, c'est une première chose. Je vous en prie, continue. Nous avons en cours un missionnaire qui vient ici pour réorganiser le système de santé. J'espère simplement qu'il ne fera pas un coller-copier de ce qui se passe en métropole, parce que ce serait dramatique. Hein. Bon, nous avons ici de l'expertise, aussi bien du côté de l'administration ou du côté du privé, de la CAFAT. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gérer correctement. Donc ce sont des dépenses encore Pardon ? Ce sont des dépenses ? Ce sont la venue de cet expert ? Oui, ça y est, c'est déjà payé, donc il n'y a pas de problème. Donc on a dit, on maîtrisait vos dépenses de santé. Par l'AFD. Par l'AFD, oui. On fait fi du passé. Mais je pense qu'il faudrait avoir des réflexions de cette façon-là, de façon à ce que, effectivement, on réduise un petit peu tous ces systèmes qui sont en place et qu'on crée véritablement des phases de responsabilisation qui soient efficaces. Or, aujourd'hui, ce n'est pas efficace du tout. Est-ce que tout doit passer par des réformes fiscales ? Je vous pose la question, Patrick Dupont. Tout non. Excuse-moi, Patrick. Je dis tout non. Moi, je parlais uniquement de la prévoyance et de la maladie. Pour les autres régimes, en plus, ce régime RUAM s'intéresse à tous les salariés, aussi bien travailleurs indépendants que certains AMG, que fonctionnaires, etc. Donc, à la limite, ça n'a plus trop lieu d'être géré que par les salariés et les entreprises. Par contre, les autres régimes, oui, bien sûr, il faut apporter leurs réformes, et elles concernent les mêmes salariés. Et donc, de régler ces problèmes-là, effectivement, par des cotisations. Il n'est pas question de fiscaliser, etc. Mais c'est une piste de réflexion à mener pour justement réduire les coûts. Non, il y a alors, encore une fois, la fiscalité, encore une fois, c'est un outil. Donc, la question est de savoir d'abord qu'est-ce qu'on veut financer et de quelle fiscalité on a besoin. Ce qu'on veut financer, effectivement, c'est la santé. Et sur la santé, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que doivent financer les cotisations des salariés et des employeurs ? Parce qu'on a effectivement le petit risque, la petite maladie, et on a après tout ce qui est maladie grave, longue maladie. Et les longues maladies, c'est-à-dire le diabète, tout ce qui est cardiologie, etc., ça représente à peu près la moitié des dépenses sociales. Alors, est-ce que les longues maladies doivent être à la charge des salariés et des employeurs, ou est-ce que c'est pas plutôt à travers la fiscalité qu'on doit payer la longue maladie, bien sûr, en sachant qu'il faut toujours bien sûr la payer et offrir ses soins, mais ce sont des questions qui se posent. Et après, vous dites, alors, et derrière, il doit y avoir aussi une réflexion en termes d'organisation. Alors, Jean-Rémy a parlé effectivement de l'organisation des comptes sociaux, mais il faut revoir encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toute l'organisation de l'administration pour éviter les cumuls de structures. Comme on le dit, on a trois opérateurs sociaux, 3 chambres consulaires, 3 ou 4 administrations qui s'occupent de la santé, etc. Donc, essayer de réduire effectivement et d'être extrêmement efficace et efficient dans l'ensemble de ces structures. Et à partir de là, on voit la fiscalité dont on a besoin et on l'organise entre la fiscalité type TGC où on doit effectivement avoir des fonds pour financer la collectivité, et puis la fiscalité de redistribution. Parce que l'idée, c'est de dire de quoi est-ce qu'on a besoin pour financer les collectivités, mais comment aussi est-ce qu'on redistribue l'ensemble des revenus. C'est-à-dire dans la fiscalité, il y a une fonction, et dans l'ensemble effectivement de cette organisation, il y a bien une fonction où on doit savoir qu'est-ce qu'on veut payer, c'est-à-dire quel type de dépenses publiques on doit avoir, et comment on redistribue aussi les revenus. Ça, c'est aussi un point important. Et à travers, par exemple, des baisses de cotisations, c'est ce que disait Jean-Rémy, comment est-ce qu'on redonne du pouvoir d'achat à l'ensemble des salariés et à l'ensemble des Calédoniens. Et ça aussi, ça fait partie des points sur lesquels il faut travailler. Alors, aussi, la question se pose, qui va payer ? Est-ce que les Calédoniens seront mis à contribution ? Mimsi Délé ?
Écoutez, à un moment donné, la fiscalité, elle touche effectivement à la fois le consommateur, elle touche le capital aussi, bien évidemment, elle touche le travail. Ce qu'il faut, c'est voir comment est-ce qu'on positionne les curseurs et surtout à quoi sert l'impôt et à quel niveau ne pas devenir finalement contre-productif. On le voit bien, quand on pousse trop loin certains curseurs, le rendement baisse tout simplement parce que les résultats de tel ou tel secteur se réduisent, tout simplement. Donc là, on est contre-productif. Et à bien des égards en Nouvelle-Calédonie, en termes de fiscalité, on est à la limite du contre-productif. Et donc, il est aujourd'hui absolument nécessaire de revoir les grands équilibres et de trouver les bons modèles de taxation. Mais encore une fois, ça passe par une taxation globale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les critiques qu'on a pu émettre par rapport à cette réforme de la TGC, qui, si elle est prise seule, finalement ne pénalisera que la consommation et le consommateur final, alors qu'en réalité, il est nécessaire de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens par d'autres moyens, et il est nécessaire de redonner de la compétitivité au travail. Parce que réduire les inégalités, c'est retrouver le chemin de l'emploi, c'est retrouver le chemin de la croissance. Et ça fait lien avec votre seconde question qui est la relance économique. C'est comment est-ce qu'on fait ? On ne pourra pas faire sans relance économique. C'est-à-dire que si on continue de détruire de l'emploi, si on continue de détruire des activités, si on continue de perdre des cotisants, puisque des gens quittent la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est une vérité, eh bien malheureusement, notre équation sera de plus en plus difficile à résoudre. Donc oui, il faut redonner de l'espoir globalement au monde économique et aux Calédoniens pour que l'on puisse faire le pari de vivre ensemble ici, d'investir ensemble ici et de payer des impôts ici, parce que bien évidemment, c'est nécessaire. Alors, avec tout ce qu'on s'est dit là pendant près de 40 minutes, qu'est-ce que vous attendiez de la déclaration de Louis Mapou, le président du gouvernement ? Et la question qui se tourne derrière, est-ce que vous l'appréhendez ? Car pour la première fois, depuis 1999, c'est un indépendantiste qui va le prononcer, ce discours, cette déclaration de politique générale. Jean-Rémy Buraglio. Ouais, je veux bien m'y coller tout de suite, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Indépendantiste ou pas indépendantiste, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les Calédoniens soient dirigés efficacement et que les bonnes décisions soient prises pour justement se vivre ensemble, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai des appréhensions ? Non, pas spécialement. Ce que je souhaite, c'est que les propositions que le conseil d'administration de la CAFAT a fait parvenir au gouvernement au travers de notre tutelle qui est la DAS, que certaines de ces préconisations soient mises en application. Bon, maintenant... Quelle est la plus urgente, la prioritaire des recommandations que vous avez pu faire? Pour le REM, il y en a beaucoup, mais par contre, il y a 3 réformes qu'il faut absolument passer. C'est la réforme du système de retraite, ça c'est important parce que il va falloir changer pas mal de choses. Je ne veux pas dévoiler aujourd'hui. Il y a la réforme du régime des accidents du travail, pour lequel dans 3 ou 4 mois on sera plus capable de payer, et du chômage. Le chômage ira plus vite parce qu'on a déjà pris les décisions sont quasiment déjà prises puisque il y aura des fluctuations d'un régime sur l'autre, un échange de cotisations et tout. Bon, tout ça va se régler techniquement. Mais voilà, donc j'ai pas d'appréhension particulière. Mime Sidélé. Oui, mais écoutez, on est évidemment attentif à la vision du 17e gouvernement et de la façon dont il se projette sur les années qui viennent. On est aussi content de sortir aussi des échéances institutionnelles. On parle pas de l'éléphant au milieu de la pièce, mais on a un référendum le 12 décembre. Derrière, l'enjeu, c'est surtout de passer cette étape et de commencer à construire les réformes profonde dont le pays a besoin. Aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, certaines décisions ne sont pas prises parce que nous sommes encore dans une incertitude institutionnelle qui est forte. On parlait tout à l'heure de la mine, de la stratégie nickel. Ce sont des questions qui sont fondamentales et qui sont aujourd'hui un petit peu bloquées par le statu quo institutionnel dans lequel on est. Donc, on est content d'arriver en fin 2021, pour être très clair. On a hâte de se projeter dans 2022 et dans les réformes dont le pays a besoin. Et effectivement, avec toutes les bonnes volontés. Et donc, on écoutera avec beaucoup d'attention M. Mapou jeudi. Moi, j'ai une crainte, effectivement, c'est que le gouvernement suive effectivement une politique de sparadrap au coup par coup sur pour tel ou tel problème et n'ait pas une vision d'ensemble. Donc, ce que je souhaite, et je pense que son discours va quand même plutôt être dans ce sens-là, c'est que, effectivement, le gouvernement comprenne bien que tous les problèmes se rejoignent
que ce soit sociaux, économiques, etc. Et que il faut travailler avec ce qu'on appelle la société civile, et donc avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec les syndicats, avec tout le monde pour trouver des solutions à l'ensemble de ces problèmes, mais des solutions qui doivent toucher tous les problèmes. On ne peut pas résoudre un problème sans en résoudre un autre en même temps. Donc il faut effectivement peut-être prévoir 6 mois, en même temps qu'on travaille sur les échéances institutionnelles, 6 mois de travail en commun avec l'ensemble des partenaires civils et autres. Merci Patrick Dupont. Édouard Léoni, on terminera avec vous. Alors, la déclaration de politique générale de M. Lumapou arrive à un moment qui est difficile, c'est-à-dire qu'on arrive après les troubles liés au rachat de Valence, les trois confinements, et puis le troisième référendum. Le souci pour M. Mapou et son équipe, ce sera de trouver à la fois des solutions à court terme, alors pour débuter le budget de 2022, et il y a du travail, parce que là, budgétairement, on pourra tenir 2021. Le deuxième temps, c'est d'engager des réformes sur moyen et long terme. Et ça, on sait depuis longtemps qu'il faut investir dans les énergies renouvelables et les communications. Le troisième temps, c'est cette fois-ci ne plus reporter les réformes, parce que le souci, il est là. Si le gouvernement Mapou est arrivé à cette situation-là, ça veut dire que tous les gouvernements, depuis le gouvernement Lec au gouvernement Santa, ont annoncé toutes les réformes, mais ne les ont pas fait. Le souci, il est là. La question n'est pas de rester bloqué sur le passé, mais c'est de regarder devant. Et devant, moi, je cite toujours la même formule, celle de Winston Churchill, qui dit « Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce chemin, moi, je le vois ensemble, prospère, stable, à partir d'une nouvelle entente entre les communautés. » Merci Édouard Léoni, ce sera le mot de la fin. Donc on retiendra que vous attendez avec impatience ce discours, cette déclaration de politique générale du gouvernement Mapou. En tout cas, on a bien retenu que tous les Calédoniens, quelle que soit sa situation aujourd'hui, est mis à en contribution pour pouvoir participer à cette relance économique du territoire, en tout cas du pays. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Merci.